Bienvenue à tous dans le magazine de l'économie. Au sommaire de cette émission, la compagnie low cost EasyJet qui lance sa première ligne directe entre Paris et Tel Aviv. Des billets à prix cassé à partir de 48 € l'aller simple. Mais qu'en est-il de la qualité des services proposés? Sur la question, les voyageurs semblent partagés. Et puis on partira à la rencontre d'Emmanuel Combe, professeur d'économie mais aussi spécialiste du low cost. Il tentera pour nous de décrypter ce phénomène des compagnies à bas prix. Voilà, mais avant ça, je vous propose de passer en revue ce qui fait l'actualité économique internationale. Et tout d'abord, l'annonce d'un accord cadre sur le dossier du nucléaire iranien. En fin de semaine dernière, les grandes puissances et Téhéran sont donc parvenus à s'entendre. Le texte doit être finalisé d'ici le 30 juin, mais déjà, il ouvre la voie à une levée des sanctions contre l'Iran. Des mesures qui, depuis 2005, auraient fait chuter le PIB du pays de 15 à 20%. Pourtant, les habitants de Téhéran semble divisé. Cet accord va permettre de relancer la production dans notre pays et donc de renforcer l'économie. Mais l'un des avantages que ces sanctions avaient pour nous, c'est que la nation iranienne a appris à s'en sortir seule. À mon avis, cet accord va se terminer contre nos intérêts, alors c'est mieux si on ne le finalise pas. La Grèce met fin aux rumeurs et s'engage à rembourser sa dette au FMI en temps et en heure. Athènes lui versera donc 460 millions d'euros le 9 avril prochain. Une annonce réalisée dimanche soir par Christine Lagarde à l'issue d'une rencontre à Washington avec Yanis Varoufakis. Ils ont également profité de cet entretien pour discuter du programme de réforme grec, des mesures dont dépend le versement de la dernière tranche d'aide à Athènes. Écoutez. Notre gouvernement est un gouvernement réformiste. Nous sommes résolus à réformer profondément notre pays. C'est notre promesse au peuple grec. Donc cette occasion de discuter de notre programme de réforme, ici, dans les bureaux du FMI, avec la directrice générale, c'est un excellent pas dans cette direction. La Grèce a fait partie de Bretton Woods. C'est un des membres fondateurs du FMI qui maintient et améliore les lignes de communication, comme nous le faisons maintenant, comme nous l'avons fait aujourd'hui. Et c'est essentiel pour nous. C'est très important, particulièrement parce que le FMI est un allié pour aider la Grèce à sortir de la crise dans laquelle elle est plongée depuis 5 ans. En Espagne, le taux de chômage poursuit son repli. Plus de 60 000 demandeurs d'emploi en moins pour le mois de mars. C'est la plus forte baisse enregistrée depuis 13 ans. Même si le nombre de chômeurs reste élevé, ils sont encore quelques 4 450 000 Espagnols à la recherche d'un travail. Mais d'après le gouvernement, ces chiffres montrent clairement la consolidation d'une évolution solide et positive du marché de l'emploi. Une bonne nouvelle qui vient donc s'ajouter à celle du retour de la croissance puisqu'elle a atteint 1,4% en 2014 et elle devrait frôler 2,5% cette année. Et puis dans l'Hexagone, Radio France continue sa grève. Ce lundi marque le 19e jour du mouvement. Les quelques 4300 employés du premier groupe radiophonique français veulent défendre leur emploi face à une direction qui met en avant des critères de rentabilité. D'un point de vue financier, ça représente une perte d'environ 1 million d'euros par semaine pour Radio France. Et le conflit risque encore de se durcir cette semaine puisque la direction doit présenter un plan de réduction des effectifs. Écoutez. Une motion de défiance a été votée très très largement. Plus de 400 personnes l'ont votée, 13 abstentions, un contre, pour que Mathieu Gallet quitte l'entreprise. Mathieu Gallet n'est plus reconnu comme un président par les salariés de Radio France. Ces salariés sont de plus en plus en colère contre un PDG qui ne fait que communiquer et ne fait rien en interne et réserve l'exclusivité de ses projets au ministère où il est reçu comme un gamin qui a mal fait son travail. Moins de 50 € pour un Tel Aviv-Paris, des prix mini proposés par EasyJet. La semaine dernière, la compagnie low cost a inauguré cette nouvelle ligne. Mais à quoi peut-on s'attendre pour un prix si petit? Est-ce que les premiers passagers ont été satisfaits? Élément de réponse en images, regardez. Il est 16h passé de quelques minutes. Les premiers passagers se présentent au comptoir d'enregistrement de l'aéroport israélien Ben Gurion.
Ils déposent leurs bagages, qu'ils retrouveront quelques heures plus tard en France. Ce lundi 30 mars, EasyJet inaugure son premier vol au départ de Tel Aviv et à destination de Paris. Pour l'occasion, la compagnie low cost a prévu une petite cérémonie. Au menu, quelques coupes de champagne sur fond de musique française. Voilà, on aime bien EasyJet et on est très content que la ligne elle ouvre parce que c'est toujours moins cher que les autres compagnies. Les vacanciers sont ravis, les hommes d'affaires aussi. Ils représentent d'ailleurs près d'un quart de la clientèle d'EasyJet. Mais si le prix d'appel pour un aller simple est fixé à moins de 50 €, en réalité, peu de voyageurs bénéficient d'un tel tarif. On a payé, donc on est avec donc ma femme, moi et le bébé, on a payé 850 €. Car il n'y a que quelques billets bon marché sur chaque vol. Une fois écoulés, les prix grimpent petit à petit en fonction de la demande. Le système, il est hyper simple. C'est plus vous réservez tard, plus le prix s'élève. Donc plus vous réservez tôt, plus c'est bon marché. C'est un système hyper simple, mais c'est un système qui s'adapte à la demande qui est adressée au vol considéré. À 19 h, l'embarquement débute. Les passagers prennent place dans l'appareil et c'est avec 30 minutes de retard que l'avion finit par décoller. 5 heures de vol et quelques turbulences plus tard, nous voici à Roissy-Charles de Gaulle. Le pilote, qui travaille pour la compagnie depuis 11 ans, semble satisfait de ce premier Tel Aviv-Paris. À bord, ça s'est très bien passé, même si maintenant le service est relativement difficile et chargé pour les collègues, mais le vol s'est très bien passé. L'avantage, c'est que les compagnies low cost sont vraiment, je pense, l'avenir de l'aviation et nous permettent d'avoir un job stable et relativement bien payé. Mais du côté des passagers, c'est un autre son de cloche qui résonne. Pour beaucoup, la qualité du service n'est pas au rendez-vous. Pour des destinations comme Paris-Genève, dont je suis coutumière, ça va. Pour 5 heures de vol, le confort est insuffisant et l'ensemble des prestations. L'embarquement, le débarquement extrêmement loin, les escaliers, le bus. Une qualité discutée qui n'empêche pas à EasyJet de faire partie des leaders européens. En 2014, la compagnie a transporté plus de 65 millions de voyageurs et espère en conquérir de nouveaux grâce à cette nouvelle liaison entre Tel Aviv et Paris. Pour l'heure, 3 allers-retours sont proposés chaque semaine, un chiffre qui devrait passer à 5 d'ici l'année prochaine. Voilà, des compagnies low cost de plus en plus présentes et surtout de plus en plus puissantes. Mais quel est leur secret ? Comment fonctionne-t-elle ? Pour répondre à ces différentes questions, nous nous sommes rendus la semaine dernière à Paris et nous avons rencontré un spécialiste du sujet. Regardez. Alors Emmanuel Combe, bonjour. Vous êtes professeur des universités à Paris 1. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur le low cost. On va donc vous poser une première question. Quand est-ce que le modèle low cost est apparu et qu'est-ce que le low cost a changé dans l'industrie du voyage ? Le low cost, en réalité, c'est une vieille industrie qui a maintenant plus de 40 ans puisqu'elle est apparue aux États-Unis au début des années 70 avec une compagnie Southwest Airlines. Et je crois qu'elle a complètement changé la manière de voyager. Sur les vols, en tout cas, de moins de 3 heures, qui sont devenus de véritables commodités. Qu'est-ce que l'on attend sur un vol de moins de 3 heures ? D'aller en toute sécurité d'un point A à un point B. Tout le reste est mis en option payante. Comment font les compagnies aériennes pour être low cost ? Comment elles font pour proposer des prix aussi bas ? Dès lors que vous avez un produit très très simple, vous pouvez baisser les coûts, puisque par définition, vous n'avez jamais promis de correspondance. Vous avez simplement dit, je vous dépose d'un aéroport A à un aéroport B. Or, la correspondance, ça coûte très cher. Donc, vous voyez, vous dépouillez le produit à l'extrême, ce qui fait baisser vos coûts et donc baisser vos prix. Deuxième secret du low cost, une fois que vous avez baissé le prix du billet, vous remettez en option payante tout ce que vous avez enlevé sur le produit de base. Donc attention, lorsque l'on dit que le low cost n'est pas cher, de quoi parle-t-on ? Du billet sec ou bien du billet avec toutes les options que le client a choisies. Mais c'est quand même une révolution dans la manière de consommer, puisque aujourd'hui, c'est vous qui décidez de prendre, par exemple, un bagage en soute qui vous sera facturé, ou bien de consommer à bord. Donc c'est une autre manière de voyager qui, en tout cas, a reçu le plébiscite d'une majorité de consommateurs, et en particulier des jeunes. Et quel est le profil des personnes qui voyagent sur ces compagnies low cost ? Justement, lorsque les low cost se sont développés il y a une quinzaine d'années en Europe, 1995, je dirais plutôt 20 ans, elles ciblaient au départ plutôt une clientèle touristique, jeune, et ce qu'on appelle les visiting friends and relatives. Vous avez envie d'aller voir vos amis, votre famille. Donc une clientèle très sensible au prix,
qui n'est par contre pas sensible au fait de décoller de petits aéroports et de prendre par exemple l'autocar pour aller à Beauvais, qui est à plus d'1 heure de Paris. Et puis peu à peu qu'ont fait les low cost, elles ont monté en gamme leurs produits à l'image d'EasyJet, elles ont augmenté les fréquences, c'est-à-dire le nombre de vols par jour, pour cibler de plus en plus les businessmen. Et si vous prenez aujourd'hui une compagnie comme EasyJet, c'est en réalité devenu une compagnie pour businessmen. Ce qui veut dire aussi que son produit a changé, il est devenu plus riche, les billets sont flexibles, vous avez un certain nombre d'options qui sont incluses dans le billet lorsque vous prenez le billet, je dirais, haut de gamme. Donc on assiste progressivement à un déplacement du low cost, d'une clientèle plutôt très sensible au prix touristique vers une clientèle business. Et je pense que l'avenir du modèle low cost, ce sera en réalité une clientèle mixte. Il faut bien voir que le low cost s'est imposé aujourd'hui en Europe comme le modèle. Sa part de marché est quasiment de 50% et c'est lui qui fait le benchmark en Europe. Est-ce qu'on peut considérer les compagnies low cost comme de véritables concurrentes aux compagnies régulières, aux compagnies plus classiques? Leur idée, c'était de faire voyager ceux qui ne voyagent pas. Et on voit bien d'ailleurs dans les statistiques, au fond, les low cost ont permis à toute la jeunesse européenne qui d'aller à Berlin, qui d'aller à Barcelone. Donc au départ, je dirais, ils n'étaient pas véritablement concurrents, surtout lorsqu'ils décollaient de petits aéroports éloignés des grands centres urbains. Mais aujourd'hui, que voit-on? Les low cost se rapprochent des grands aéroports, y compris Ryanair, qui a décidé d'opérer l'année dernière un revirement stratégique pour s'installer au cœur des grandes cités, Rome, Bruxelles, peut-être un jour Paris. Et au fond, les low cost sont en train de devenir des concurrents complètement frontaux par rapport aux majors. En particulier, vous avez une compagnie en Europe qui se positionne volontairement en frontal par rapport aux grands opérateurs historiques, c'est EasyJet. EasyJet est devenu aujourd'hui sur le marché français le principal concurrent d'Air France. Ils se mettent sur les mêmes lignes et ils décollent exactement des mêmes aéroports, c'est-à-dire Orly, Roissy. Alors, il y a une critique qui revient quand même assez souvent, c'est celle qui concerne la qualité. Est-ce que proposer des prix plus bas, c'est rogner sur la qualité du service, en l'occurrence la sécurité? Le débat sur la qualité, me semble-t-il, est complètement biaisé, puisque ce terme de qualité signifie deux choses. Il y a en économie ce qu'on appelle la qualité nécessaire. C'est celle sur laquelle vous n'êtes pas prêt à rogner, c'est la sécurité. Et puis vous avez la qualité accessoire, le fait d'avoir un bagage en soute, le fait d'avoir une consommation incluse dans le billet. Que font les low cost? Ils enlèvent toute la qualité accessoire pour se recentrer uniquement sur la qualité essentielle. Et en l'espèce, leurs performances sont tout à fait excellentes. Lorsque vous regardez les rankings, les classements des grandes compagnies en termes de taux d'accidentalité, vous apercevez que non seulement les low cost ne sont pas des mauvais élèves, mais ils sont plutôt les bons élèves de la classe. Pour une raison très simple. Lorsque vous êtes une compagnie jeune, avoir un accident fatal, c'est la faillite assurée. Du côté des travailleurs, comment ça se passe? Est-ce que les conditions de travail sont les mêmes? Est-ce que les rémunérations sont les mêmes que dans une compagnie régulière? Alors les rémunérations sont complètement différentes des grandes compagnies, pas tellement en niveau, contrairement à ce que l'on croit. Lorsque vous comparez notamment pour les pilotes, les rémunérations, elles sont sensiblement équivalentes. Par contre, vous volez beaucoup plus. Je vous rappelle qu'en Europe, la norme légale est de 900 heures. Dans les grandes compagnies majeures, on est plutôt autour de 600, 650 heures. Sur une compagnie comme EasyJet, on est plutôt autour de 750 heures. Donc si vous raisonnez en salaire horaire, vous êtes en effet moins payé. Si vous raisonnez en salaire absolu, les rémunérations sont relativement identiques. Si maintenant on regarde du côté du personnel commercial, la structure de la rémunération est différente. Vous avez un fixe relativement faible et vous avez des rémunérations auxiliaires qui sont dues aux ventes à bord. Donc vous avez une incitation pour les stewards et hôtesses en réalité à faire des ventes. Donc je dirais que le vrai débat, me semble-t-il, est moins sur le niveau des salaires que sur la manière dont sont rémunérés tant les pilotes que les personnels commerciaux. Dernière question, aujourd'hui, le low cost s'est développé dans énormément de domaines. Est-ce qu'on se dirige vers un monde où chaque secteur de l'économie aura sa version low cost? Oui, tous les secteurs de l'économie auront le low cost, sauf le luxe et le high-tech. Pour autant, ça ne veut pas dire que le low cost sera dominant. Moi, je persiste à penser depuis 10 ans que j'étudie ce secteur qu'à l'exception de l'aérien, où je vous rappelle, il représente 50% de part de marché, le low cost est un marché de niche. Qu'est-ce que ça signifie, un marché de niche? Il fera 3%, 4%, 5%, mais il va changer les codes. Il oblige les opérateurs installés à se poser des questions, notamment sur leur valeur ajoutée, sur leur message publicitaire, sur leurs promesses. Et puis n'oubliez pas que c'est le même consommateur qui consomme du low cost le matin et qui va s'acheter l'après-midi un parfum de luxe à 60 €. Il n'y a pas d'un côté les consommateurs low cost
et ceux qui ne le sont pas. Le low cost est à la fois partout, dans tous les secteurs, mais il restera en réalité à l'intérieur de chaque secteur un segment, une niche et en même temps une menace pour les grands opérateurs installés parce qu'il redéfinit les codes et il oblige les grands opérateurs à justifier leur prix. Merci beaucoup Emmanuel Combe de nous avoir reçus, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à revoir nos précédents programmes sur notre site internet www.i24news.tv. N'hésitez pas non plus à consulter nos pages Facebook et Twitter dont l'adresse s'affiche en bas de l'écran. Et quant à moi, je vous retrouve demain à la même heure. Et en attendant, l'information continue.